Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le 20h. Les populations de la région du Hambol ont de nouvelles opportunités pour démarrer des activités génératrices de revenus. Le Premier ministre ivoirien y a procédé à la mise sous tension du village de Niéméné qui a désormais l'électricité. L'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso Korogo Bogo-Dioulasso a tenu sa première assemblée générale dans la ville de Banfora, c'est au Burkina Faso. La révision des projets communautaires auprès des populations transfrontalières a fait l'ordre du jour. La nouvelle mosquée de Thiébissou, dans le centre de la Côte d'Ivoire, a été inaugurée. Elle peut accueillir 8000 fidèles. La cérémonie d'ouverture a enregistré des présences de marque, dont celle du président du Libéria, George Weah. Au moins 81 morts et 44 disparus. Le bilan continue de s'alourdir après les pluies torrentielles tombées sur le Japon depuis plusieurs jours. Les alertes restent en vigueur ce dimanche. 50 000 pompiers, policiers et militaires sont mobilisés. Merci à tous de suivre RTI 1. Le Premier ministre ivoirien s'est rendu dans la région du Hambol. Amadougon Coulibaly y a procédé à la mise sous tension du village de Niéméné. Les populations voient là une opportunité afin de démarrer de nouvelles activités génératrices de revenus pour avoir une plus grande autonomie financière. Avant cette étape de Niéméné, Amadougon Coulibaly était à Dabakala. Il y a lancé le projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire. Plus de 1600 km de lignes de réseau de transport en énergie et les travaux de bitumage des voies de Dabakala. Alexis Ouedraogo. Inscrit à l'agenda du Premier ministre dans le Hambol, d'importantes activités dont le coup de pioche des travaux de bitumage de la voirie de la ville. Dabakala devra bénéficier d'environ 5 km de bitume pour améliorer le quotidien des populations. Très attendu aussi, le lancement du Proderci, le projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire. Il devra permettre la réalisation de plus de 1700 km de lignes de réseau de transport en énergie dans le pays. 460 milliards de financement pour couvrir 4 grandes zones de notre pays, le nord-est, le centre-nord, le centre-ouest et l'ouest, avec la construction, la réhabilitation et l'extension de 26 postes au total, la construction de près de 1700 km de lignes et l'électrification de 500 villages. Le Proderci est soutenu à hauteur de 95% par le gouvernement chinois. La vitalité du secteur énergétique devrait booster les secteurs de l'industrie et renforcer l'exportation d'électricité vers les pays du Nord. Autre point très important, l'amélioration des conditions de vie des populations avec la qualité de l'électricité produite. En 2011, il n'y avait quasiment pas d'électricité à Bouna parce que Bouna était alimenté par un groupe électrogène, si l'on peut dire. Avec ce projet qui est en cours de réalisation, Bouna sera bientôt définitivement connecté au réseau interconnecté de la République de Côte d'Ivoire. Ce sera donc une fourniture régulière, une fourniture de qualité au niveau de la qualité de ce que nous avons dans notre pays. Donc on s'en réjouit. Mais au-delà de Bouna, c'est 4 millions de nos populations qui vont avoir leur énergie améliorée ou qui auront la capacité d'accéder à de l'électricité avec ce projet qui va s'achever mi-2020. C'était une orientation importante du président de la République de faire en sorte que sur les questions d'accès à l'électricité, sur les questions d'accès à l'eau, d'amélioration du quotidien des Ivoiriens, que le gouvernement soit à la tâche. Et je me réjouis du lancement de ce projet aujourd'hui. Le chef du gouvernement a pour finir insisté sur la ferme résolution du président Alassane Ouattara d'apporter l'électricité aux 4 coins du pays d'ici fin 2018. Et nous vous proposons des réactions de personnalités présentes au lancement de cet important projet. La station a été réhabilitée et a permis donc aux populations de Dabakala de retrouver de l'eau dans leur robinet. Ça a été l'une des premières actions du gouvernement dès la sortie du Golfe. Après, il y a eu la réhabilitation de la plupart des pompes hydrauliques du département. Et il y a des constructions des hydrauliques villageoises améliorées dans certains villages importants du département.
Le président a beaucoup fait pour Dabakala. Il y a des villages qui sont électrifiés. Et les routes, il y a beaucoup de routes qui ont été profilées. Dabakala est très fier. Nous avons eu beaucoup d'opportunités, nous avons eu beaucoup de réalisations. Il y a eu le lancement du port 225 et la ligne 225 à Dabakala. Kong, ce qui va renforcer les capacités énergétiques de Dabakala. La plupart de nos villages qui étaient enclavés, aujourd'hui nous avons des routes pour aller dans ces villages-là. Et le deuxième élément qui est important, qu'on a dit, la lumière précède l'industrialisation. Et effectivement aujourd'hui, on a près de 50 villages qui sont électrifiés. Et il a été promis que d'ici la fin 2018, tous les villages qui ont plus de 500 habitants seront électrifiés. Donc nous pensons que le président a fait beaucoup. Le fait que la Côte d'Ivoire, depuis 2011, est en situation de paix, nous pensons que c'est important et c'est pour quelque chose pour laquelle il faut rendre hommage. Ma commune a bénéficié de 14 écoles primaires, dont 2 maternelles, la commune de Fumolo. Tous les villages de la sous-préfecture de Fumolo ont été dotés d'une école primaire. On voit par exemple les infrastructures routières, il y a une amélioration du secteur de la santé. Nos hôpitaux sont fournis et on remarque aussi qu'au niveau du secteur de l'électricité, nous avons beaucoup de villages qui sont électrifiés, qui sont en cours de l'État. Alors c'est une grande satisfaction pour la population de Dabakala. Dabakala compte 215 villages. Et depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, nous avons passé le cap des 78 villages électrifiés, alors que jusqu'en 2011, nous étions à 13 villages électrifiés. En 2011, le département de Dabakala comptait 73 écoles, tout le département. Et nous sommes aujourd'hui, en 2018, la seule sous-préfecture de Dabakala compte 113 écoles. Sur la scène politique ivoirienne, une rencontre des cadres du Rassemblement des Républicains RDR et militants de la commune d'Abobo ce dimanche. La remobilisation des militants et aussi la redynamisation des structures de base en vue notamment d'enraciner le parti dans ce bastion. Olivier Riebi et Michel Digré. Abobo restera le bastion du RDR, c'est la conviction affichée par les militants du Rassemblement des Républicains de cette commune. Cet engagement, ils l'ont pris lors du séminaire tenu avec les cadres de la direction du parti. Nous voulons qu'au sortir de ce séminaire, la cohésion soit une réalité entre les militants d'Abobo. Nous voulons également que ce soit le lieu où nous allons célébrer la solidarité effective entre les militants d'Abobo et la direction du parti, entre les militants d'Abobo et le président de la République. Très attendu à ce rendez-vous, Ahmed Bakayoko a rassuré les militants quant à sa disponibilité à travailler à leur côté. Il dit être prêt à apporter sa contribution à toutes les structures du parti. Oui, nous devons nous mobiliser pour être le bastion imprégnable du RDR, le verrou du président Alassane Ouattara, sa protection, sa base solide. Mais nous devons être également à Bobo une cité solidaire où les militants sentent qu'on s'occupe d'eux, qu'on prend soin d'eux. Pour la secrétaire générale du RDR, Abobo et toutes les contrées du pays bénéficieront de la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Le président travaille pour le développement de la Côte d'Ivoire et les fruits, aujourd'hui nous avons une croissance et tout le monde le sait, tout le monde le voit, on l'entend. Il travaille pour le développement de toutes les régions sans faire de discrimination aucune. Et c'est avec qu'il choisit pour venir à Abobo. Le RDR nouveau à Abobo, auquel stratégie pour la redynamisation et la remobilisation des structures locales du parti, c'est le thème autour duquel s'est déroulé ce séminaire. L'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso a tenu sa première assemblée générale dans la ville de Banfora, au Burkina Faso. Au menu, la réorganisation de la feuille de route de l'institution, la révision des projets communautaires auprès des populations transfrontalières, des projets pour booster le développement de l'espace et aussi lutter contre la pauvreté. Mamadou Kwasi. L'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso continue de tisser sa toile.
Après l'Assemblée constitutive à Korogo, place à la première Assemblée générale ordinaire. Les maires et les présidents des régions des Cascades, du Haut-Bassin, de Sikasso, du Folon, du Kyologo et de la Bagoué sont retrouvés dans la ville de Banfora au Burkina Faso. Il s'agit pour ces élus locaux, en plus des préfets, de réfléchir ensemble sur l'amendement des statuts, le règlement intérieur et le plan d'action. Et surtout de débattre la question de l'élargissement de la fêtière aux autres communes de l'espace. Quand on prend la région de Sikasso qui est au Mali, 147 communes. Quand on prend la région des Hauts-Bassins et des Cascades au Burkina, c'est 33 communes au Haut-Bassin, 17 communes du côté des Cascades. Côté Côte d'Ivoire, vous avez 4 communes côté Folon, 7 communes Bagoué, 28 communes côté du Poro. C'est pratiquement plus de 200 collectivités. Comment gérer tout ça? Voilà un peu ce à quoi on va réfléchir. Cette rencontre va faciliter la mise en place des projets et contribuera sans nul doute à renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso dans leur quête permanente de développement des collectivités territoriales, selon l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Dans le cas d'une région transfrontalière impliquant 3 pays, ces actions-là sont d'autant importantes que les populations qui vont en bénéficier sont beaucoup plus intéressées et sentent mieux les gouvernements à leur côté. Des propos corroborés par les représentants du gouvernement burkinabé. Les pays sont en train de s'unir pour créer de grands espaces pour amorcer le développement économique. Les collectivités territoriales ont emboîté le même pas autour d'un objectif commun, c'est-à-dire assurer le développement économique de leurs collectivités respectives. Durant 2 jours, les différentes commissions spécialisées ont reçu à établir la feuille de route pour l'autonomisation de la fêtière et un début de solution pour intégrer toutes les communes de l'espace Escabo. Depuis sa création en 2016, l'Union transfrontalière des collectivités territoriales d'espace Escabo a soumis plusieurs projets intégrés de plus de 40 milliards de francs CFA aux partenaires financiers. Certains de ces projets sont en cours de réalisation. À Bobo et à Yopougon, on parle également de développement, mais aussi de renforcement de la cohésion sociale. Ces 2 communes du district d'Abidjan, fortement impactées par la crise, bénéficient d'un projet de la Direction de la décentralisation et du développement local et de l'Agence japonaise de coopération internationale. 1,5 milliard de francs CFA. C'est le montant dégagé par l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, pour le financement de la 2e phase du projet de cohésion sociale dans les communes d'Abobo et de Yopougon. Baptisé COSAI, le projet s'étend sur 3 ans et demi. Il vise, selon les initiateurs, à consolider les acquis de la première phase, promouvoir la solidarité entre les communautés des 2 communes et renforcer la confiance entre l'administration locale et les usagers. Depuis la phase précédente, le projet a essayé d'encourager un bon partenariat entre l'administration locale et la population, d'introduire l'approche participative dans la planification communale et dans la mise en œuvre des projets concrets. L'initiative COSAI va contribuer à améliorer le développement des collectivités locales identifiées. Au regard des résultats satisfaisants du COSAI 1, il nous est apparu nécessaire de réitérer cette expérience. Il s'agit donc de promouvoir le vivre ensemble en permettant aux populations d'un même quartier, d'une même cité, de réfléchir, d'élaborer et de travailler côte à côte à la réalisation d'un objectif commun. Fruit de la coopération ivoiro-japonaise, ce projet a été lancé en 2013 et mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur et l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA. Il s'inscrit dans le cadre du Programme national de la cohésion sociale PNCS 2012-2015 et de la politique nationale de la solidarité et de la cohésion sociale PNCS 2016-2020. Dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, le tout premier commissariat d'Alépé a été inauguré ce samedi. Les hommes en tenue affectés dans ce commissariat ont été mis en mission afin de relever les défis sécuritaires d'Alépé. Michel Digré. Il est passé par la direction de l'informatique. Commissaire Zotier Moko, c'est lui le premier responsable du commissariat de police de la commune d'Alépé. Située à environ 45 km d'Abidjan, la localité fait face à de nombreux défis sécuritaires qui ont impacté son développement. Aucun opérateur économique n'a voulu prendre des risques d'investir dans une zone d'Alépé où la sécurité n'est pas suffisamment garantie. La sécurité reste l'affaire de tous.
Le président du conseil régional de Lamé souhaite l'implication des populations pour juguler l'insécurité à Alépé. Au quotidien, c'est à nous de créer les conditions pour que les policiers, les commissaires qui vont exercer ici fassent leur travail dans un cadre propice. Le commissariat est doté d'un véhicule neuf. La feuille de route des agents est définie. Vous êtes au service de la population et votre objectif majeur doit être la quiétude de cette population. Je vous exhorte à vous éloigner de tout ce qui peut vous éloigner des populations. Dans les prochains jours, plusieurs commissariats seront inaugurés sur l'ensemble du territoire ivoirien, notamment à Boisflé, Botron, Blanc-les-Quins et Zoukoubeu. Dans le domaine médical, les infirmiers anesthésistes renforcent leurs capacités. Les 15e journées scientifiques ont permis de déterminer les conditions d'une utilisation optimum des appareils d'anesthésie pour la sécurité des patients en Côte d'Ivoire. Chris Yomondé et Franco Adio. Son travail dans un bloc opératoire, administré aux patients le produit supprimant totalement ou à moitié la sensibilité à la douleur. Les médecins anesthésistes sont assistés d'infirmiers. Ces derniers sont formés à l'Institut national de formation des agents de la santé, INFAS. L'anesthésie, c'est vraiment important et parfois ils travaillent seuls. Donc forcément, il faut se remettre en question, il faut se remettre en partie, il faut valoriser ses connaissances. Une tâche difficile, le matériel pas toujours maîtrisé, ce qui influence négativement la pratique sur le terrain. Quand l'État fait un effort pour équiper l'intérieur du pays de ces tables plus modernes, nos collègues n'ayant pas été formés au préalable mettent ces tables dans le coin et continuent à travailler comme dans l'ancienne méthode. Une formation alors pour permettre à ces agents de santé d'être au même niveau de connaissance. Cette journée permettra pour nous et pour eux-mêmes d'apprendre à interpréter les signes de défaillance des organes, les signes de défaillance du cœur au cours de l'intervention, les signes de défaillance de la respiration au cours de l'intervention et les signes de défaillance du cerveau au cours de l'intervention. Ces nouveaux appareils qui viennent et qui sont très modernes, il faut qu'on apprenne à les utiliser pour que ça soit profitable aux patients. 2 jours de formation pleinement vécus selon les participants. Ces journées sont vraiment bienvenues parce que nous sommes vraiment loin. La science évolue, il y a de nouvelles techniques, il faut que nous venions chaque fois se ressourcer auprès de nos maîtres pour parfaire la prise en charge anesthésique de nos patients que nous avons à Korogo. En Côte d'Ivoire, plus de 300 infirmiers anesthésistes interviennent dans la prise en charge des patients en soins d'urgence, en réanimation et en anesthésie. La santé du couple mère-enfant au cœur d'une campagne dans la commune d'Aboisseau. Le concours du plus beau bébé, une idée de la Jeune Chambre internationale pour encourager les femmes à faire les consultations prénatales, les consultations postnatales et aussi à faire vacciner leurs enfants. La journée internationale de la veuve est célébrée tous les 23 juin. Plus de 245 millions de veuves dans le monde vivent bien souvent dans la précarité. Ici en Côte d'Ivoire, l'association des veuves de fonctionnaires sensibilise sur les droits des veuves. Mamadou Kwasi. Organisée désormais en association, les veuves des fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont saisi l'occasion de la célébration de la journée internationale de la veuve pour exposer leurs préoccupations quotidiennes. Des préoccupations portant sur l'insertion de leurs enfants, mais aussi la question du logement. Dès que ton mari décède, 3 mois, le bail est assuré. 3 mois après, 2 mois après, on t'appelle, on te dit, bon, à partir de tel mois, tu dois quitter la maison. Mais si la maison vous appartient, on t'informe que tu recevras pour le bail. Et les veuves et les orphelins sont expulsés des maisons de service. Puisque lorsque le monsieur décède, à 3 mois, elles sont encore en plein dans le veuvage. Chez nous, les musulmans, c'est 4 mois, 10 jours. Dans notre tradition, c'est 1 an. Mais à ce même moment, en train de pleurer, n'a pas encore commencé à faire les papiers, ni obtenir quelque chose, ni recevoir ses droits. À ce moment, on la met dehors. Mais comment payer la maison? Le même moment, les gens vont à l'école dans ce même quartier. Et en plein année scolaire, tu dois quitter le quartier où? Et tu oublies de remettre les enfants à certaines familles. Ça fait une double tristesse pour les enfants. Pour répondre à ces problèmes, le représentant du ministre de l'Emploi et la protection sociale propose l'assurance maladie universelle comme première solution pour assurer leur prise en charge. En plus de cette proposition, les veuves ont été sensibilisées sur leurs droits et ceux de leurs enfants auprès de l'IPSC Grailleux,
afin de leur assurer l'épanouissement. Philippe Sier, représentant le directeur général de l'IPSC Grailleux, a présenté aux veuves les dispositions à prendre afin de rentrer dans leurs droits. En 2017, une centaine de veuves de fonctionnaires a reçu les chèques de capitaux de décès de leur époux décédé en activité, choses qui ont permis à nombreuses d'entre elles de mener des activités génératrices de revenus. En attendant les chèques de cette année 2018, ces femmes ont reçu des mains de la représentante de la ministre de la Femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité, des vivres pour leur permettre d'assurer leur quotidien. Dans la commune d'Abobo, les élèves et les enseignants qui se sont illustrés par l'excellence de leur travail ont été célébrés. C'était lors de la journée de l'excellence des inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire. Patricia Omoetia. Meilleur agent de bureau, meilleur maître de CM2, meilleur élève de CM2. Ils ont été tous primés et félicités. Cette fête commune de l'excellence avec la ministre de l'Éducation nationale est une consécration des meilleurs acteurs de l'ensemble des 7 inspections de l'enseignement préscolaire et primaire. C'est l'occasion pour montrer à la nation tous nos valeureux élèves, tous nos valeureux enseignants, tous nos valeureux personnels d'encadrement, tous nos valeureux partenaires méritent nos félicitations. Ils ont démontré qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand il s'agit d'éducation, on parle de travail. On parle de travail bien fait. Une cérémonie d'hommage et d'excellence pour encourager les récipiendaires à redoubler d'efforts. J'ai été récompensé meilleur élève de CM2. Je peux leur dire de bien travailler en classe, étudier les leçons pour être meilleur comme moi. J'ai été honoré en tant que meilleur agent de bureau. Je profite pour remercier Madame le ministre et tout le personnel de l'IEP. C'est un travail de collaboration. C'est moi qui suis primé, mais c'est tous les enseignants de l'EPP1. C'est nous tous qui avons travaillé pour avoir un tel résultat. Plus de 70 récipiendaires des IEP sont admis à faire valoir le droit à la retraite. La gestion des œuvres universitaires d'Afrique a fait l'objet d'une rencontre internationale en France. Les centres régionaux des œuvres universitaires de 9 pays du continent africain s'inspirent du modèle français. Amadou Ouattara. La gestion des œuvres universitaires d'Afrique passée au peigne fin à Caen en France. 9 pays africains dont la Côte d'Ivoire, 16 institutions, 65 participants ont planché sur la mobilité et la traçabilité des étudiants de leurs pays respectifs. C'était lors d'une rencontre animée par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, CROUS de Caen, en collaboration avec le Centre national des œuvres universitaires et scolaires, CNOUS de Paris en France. Il s'est agi de faire des propositions afin d'améliorer les conditions sociales des apprenants. Des recommandations, il y en a eu au cours de cette rencontre internationale qui est une initiative de l'Association des œuvres universitaires francophones, AOUF. L'AOUF souhaite entre autres plus d'autonomie budgétaire pour les centres régionaux rattachés aux centres nationaux, le renforcement de la communication entre universités et centres des œuvres universitaires. La délégation ivoirienne était conduite par Isiaka Bamba, porte-parole des CROU africains. Directeur du CROU de Daloa, il a exposé sur le mode de gestion des œuvres universitaires en Afrique. Des présentations et des panels ont ponctué cette rencontre qui marque ainsi la relance des activités de l'Association des œuvres universitaires francophones. La production animale et la contribution des vétérinaires à l'autosuffisance en viande en Côte d'Ivoire. Le sujet du magazine de ce dimanche. Il y a été également question des actions menées pour lutter contre l'utilisation des médicaments vétérinaires contrefaits. Le directeur des services vétérinaires de Côte d'Ivoire a répondu aux questions de Alvorassa. Nous vous proposons un extrait de leur entretien. La production ivoirienne ne couvre pas les besoins de la Côte d'Ivoire. En viande et abats, elle couvre à peine la moitié. Mais la population ivoirienne aussi va en augmentant, mais les besoins aussi s'accroissent. Au niveau de la production laitière, par exemple, c'est vrai, nous n'avons pas une grande production. Donc la production ivoirienne couvre à peine 18% des besoins nationaux. Mais si nous prenons la viande
Et les abats, la production ivoirienne couvre jusqu'à 59% des besoins de la Côte d'Ivoire. Par contre, au niveau des œufs, la Côte d'Ivoire est autosuffisante en œufs de consommation depuis près d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, le gouvernement, surtout le ministère des Ressources animales et halieutiques, a mis en place un programme, le programme stratégique de développement de l'élevage et de l'aquaculture et de la pêche en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le PSDPA. Et ce programme qui aura pour rôle spécialement de renforcer la productivité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le territoire, il y a la vente dans certains produits qui ne sont pas recommandés. Il existe des circuits. Le circuit officiel existe, mais certains s'appuient dessus. Il existe aussi des circuits illicites qui mettent sur le marché certains produits qui sont interdits aujourd'hui. Et les différentes inspections, missions menées sur le terrain ont permis de mettre la main sur ces quantités de produits. Alors on a vu que c'est vraiment tous les acteurs qui s'adonnent, et c'est ce que nous essayons d'éviter, à savoir certains producteurs même, certains éleveurs même, des vendeurs ambulants, et ça concerne tous les types de produits. La nouvelle mosquée de Thiébissou dans le centre de la Côte d'Ivoire a été inaugurée. Elle peut accueillir jusqu'à 8000 fidèles. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de plusieurs invités de marque, dont le président du Libéria, Georges Weah, le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou Kouadio. À présent, une information de la météo sur la météorologie ivoirienne. C'est une alerte. Une cellule orageuse accompagnée de pluies modérées ou fortes pouvant occasionner des inondations est imminente sur le district d'Abidjan. Une autre cellule orageuse mobile va intéresser tout le nord du pays avec de fortes rafales de vent et de fortes pluies. Au Japon, au moins 81 personnes ont trouvé la mort et 44 disparus. Le bilan continue de s'alourdir après les pluies torrentielles tombées sur le Japon depuis plusieurs jours. Les alertes restent en vigueur ce dimanche. 50 000 pompiers, policiers et militaires sont mobilisés. Le gouvernement a ordonné l'évacuation de près de 2 millions de personnes. Dans l'actualité internationale, le 7 sur 7 ce dimanche, au Cameroun, les élections législatives d'octobre ont été reportées à l'année prochaine. Quant au Mali, la campagne pour les élections présidentielles du 29 juillet a démarré hier. Les élections législatives au Cameroun n'auront pas lieu cette année. Les députés camerounais ont adopté lundi la prorogation de leur mandat à la demande du président Paul Biya. Le chef de l'État a expliqué que la tenue des scrutins municipaux, législatifs et présidentiels sensiblement aux mêmes périodes rendrait difficile leur organisation matérielle. L'ONU a dénoncé mardi l'impact dévastateur de 3 ans de conflit au Yémen. Plus de 2200 enfants ont été tués et beaucoup d'entre eux souffrent de la famine. Selon Henrietta Ford, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, près de 10 000 personnes ont péri depuis le déclenchement du conflit en 2015 entre une coalition militaire et des rebelles houthis. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema a décidé mercredi une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers politiques et de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité. Cette mesure survient à moins de 2 semaines du dialogue national annoncé en juin par le président au pouvoir depuis plus de 35 ans. Le régime syrien a frappé ce jeudi avant l'aube les derniers bastions rebelles sur son territoire. Des centaines de missiles et de barils d'explosifs ont été lancés par l'armée de Bachar al-Assad en direction de Deraa, chef-lieu de la province. Ce bombardement intervient après l'échec des négociations avec les insurgés. Ils pourront se remettre de leur traumatisme si l'opération de sauvetage se termine bien pour eux. Les 12 enfants et leur entraîneur coincés dans la grotte de Tham Luang en Thaïlande depuis plusieurs jours sont invités par le président de la Fédération internationale de football association à prendre part à la finale du mondial le 15 juillet en Russie.
La campagne pour l'élection présidentielle du 29 juillet prochain au Mali a officiellement débuté ce samedi. 24 candidats sont en liste. Les débuts de cette campagne s'annoncent timides avec quelques affiches à différents endroits de Bamako, la capitale malienne. Les meetings de lancement de campagne des deux principaux candidats, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le principal opposant Soumaïla Cissé, sont prévus ce dimanche. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est rendu ce dimanche à Asmara pour une rencontre historique avec le président érythréen Issaïas Afwerki. Les plus hauts dirigeants des deux pays ne s'étaient pas retrouvés depuis près de 20 ans. La décision de tourner la page du conflit en respectant l'accord de paix d'Alger a été saluée par la communauté internationale. Et ce dimanche, 4 des 12 enfants pris au piège dans une grotte en Thaïlande ont été secourus. L'opération de sauvetage se poursuit sur place. Et voilà des images de l'actualité dans le monde qui marquent la fin de ce 20h. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.